à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Alors c'est un événement à plus d'un titre. D'abord parce que l'initiative lancée en janvier dernier devient aujourd'hui réalité, celle d'une société commune créée par 4 partenaires que vous connaissez, Sanofi, Capgemini, Generali et Orange. Cette société se définit comme un accélérateur de start-up et a pour ambition le développement rapide de solutions e-santé, ainsi que, évidemment, leur mise à disposition sur le marché au bénéfice de tous, patients et professionnels de santé. Et pour marquer la naissance de cet écosystème d'une ampleur unique en Europe, nous accueillons sur le plateau les 4 CEO des sociétés que je viens de citer. Alors Stéphane Richard va arriver dans un instant, il va nous rejoindre. Et évidemment, c'est le signe fort de leur engagement sur ce sujet. Alors puisqu'on parle de santé, juste un mot peut-être pour dire que nous sommes tous testés et ou vaccinés. C'est évidemment important de le préciser. Et puis on respecte les jauges et la distanciation physique, bien entendu. Alors, comment va se dérouler cette conférence de presse ? Eh bien, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Nous accueillerons tout d'abord Philippe Père, le président de cette nouvelle société, qui nous exposera les grandes lignes du projet et qui nous dévoilera le nom qui a été retenu pour cette nouvelle société. Ensuite, nous ferons réagir les 4 CEO sous la forme d'un question-réponse le plus dynamique possible. Je compte sur vous, vous savez que notre temps est compté. Et puis, nous entendrons Agnès de Lernschneider, directrice générale, qui nous parlera, elle, du volet pratique de ce projet, notamment en direction des startups. Enfin, nous terminerons avec vos questions. Alors, je vous rappelle à ce sujet que vous pouvez dès maintenant les poser sur le volet qui est donc sur l'interface, la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Alors, c'est un volet qui se trouve à droite. Donc, vous pouvez écrire vos questions et bien entendu, on prend les questions en français et en anglais, donc on compte sur vous. Tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec le président de la nouvelle société, Philippe Père. Alors Philippe qui est dans une autre salle pour des raisons de jauge sanitaire. Est-ce que vous m'entendez, Philippe ? Oui, Gaëlle, très bien. Super. Eh bien, écoutez, je vous laisse, Philippe, je vous laisse nous dévoiler le nom, on attend tous le nom et l'ambition, évidemment, de cette nouvelle société. Merci Gaëlle. Effectivement, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que le projet présenté en janvier est devenu une réalité. La société a été créée par les 4 fondateurs et a pris le nom de Future for Care. Pourquoi ce nom ? Parce que notre ambition est d'apporter une contribution majeure au futur de la santé, au service des patients, en exploitant au maximum les possibilités du digital. Future for Care sera un écosystème fédéré autour d'une ambition, accélérer le développement des startups dans la santé numérique. Je vous propose tout de suite d'en voir les contours en quelques images. Future for Care. It's an incubator, a platform and a label, open to all startups to accelerate progress in digital health. With Future for Care, you will imagine, test, make reliable, and launch your solutions, thanks to our new technologies, data, labs, and network of business partners and health experts. Do you have an ambitious project for tomorrow's health and want to accelerate its launch? Visit our calls for projects or apply at futureforcare.com. Future for Care. Together, let's accelerate progress in digital health. Nous avons décidé d'unir nos efforts et d'autres sont en train de nous rejoindre parce que nous partageons 3 convictions importantes. Nous sommes d'abord convaincus que la e-santé va transformer en profondeur les modes de travail de l'ensemble des acteurs de la santé, mais aussi leur manière de collaborer et plus encore va permettre de faire des avancées majeures au service de la santé des patients. Notre deuxième conviction, c'est qu'il existe en France et en Europe l'ensemble des compétences scientifiques, technologiques, médicales et le tissu d'entreprise pour que l'Europe prenne un leadership dans ce domaine. Si elle se structure, bien entendu, l'Europe est capable d'être aussi compétitive que des hubs comme Boston ou Boston-Cambridge. Nous sommes enfin convaincus que l'Open Innovation va jouer un rôle déterminant dans la santé, comme les biotech jouent déjà aujourd'hui un rôle déterminant dans les médicaments. Le potentiel des startups en Europe est de notre point de vue encore sous-exploité. Fort de ces convictions,
Notre ambition est de créer le plus grand écosystème d'innovation en e-santé en Europe. Comme vous l'avez vu, Future for Care comporte un accélérateur destiné à accueillir une centaine de start-up dans leur développement et un institut centré sur la santé numérique et la data. Il sera supporté par un lieu physique à Paris de 6000 m² et une plateforme digitale de manière à ce que l'ensemble des services de Future for Care soient accessibles à distance. Nous nous intéresserons à l'ensemble des domaines de la e-santé. Juste pour citer quelques exemples, la télémédecine, l'accompagnement des patients à distance, les outils de diagnostic, les outils d'aide à la décision thérapeutique, les thérapies digitales, l'identification des nouvelles cibles thérapeutiques et bien d'autres. Mais nous avancerons par étapes, thème par thème. Au-delà de la focalisation sur la e-santé, Future for Care reposera sur 2 piliers majeurs. La mise en commun par les fondateurs et les partenaires qui vont nous rejoindre de leurs technologies, de leurs expertises et de leurs données, au service des startups qui seront sélectionnées. Bien sûr, dans le cadre des régulations en vigueur. C'est une centaine d'experts qui seront mis à la disposition des startups, ainsi que des données leur permettant de tester et valider leur concept, mais aussi de réussir leur lancement. La deuxième spécificité, c'est la mobilisation par les fondateurs et des partenaires d'un écosystème le plus large possible au service des startups, des hôpitaux publics et privés, des associations de patients, des régulateurs, ainsi que des écoles, des universités, des centres de recherche, des fonds d'investissement. Et ceci en France, en Europe, mais aussi, si nécessaire, dans le reste du monde. Comme l'engagement a été pris, Future for Care s'articulera notamment avec l'initiative Paris Santé Campus, annoncée par le président de la République. Nous partageons la même ambition de faire de la France et de l'Europe un des leaders au plan mondial dans la e-santé. Madame la ministre Pannier-Runacher a d'ailleurs tenu à apporter son soutien à notre initiative. Le lancement de Future for Care se déroule à un rythme accéléré. Nous avons consacré les derniers mois à analyser dans le détail l'offre actuelle en matière d'incubateurs en France et dans le monde, ainsi que les attentes des startups pour apporter la meilleure offre. Nous avons aussi commencé à construire les fondations de Future for Care. La gouvernance est en place. Nous avons décidé de nommer Agnès Delire-Snyder comme directrice générale. Elle y consacrera 100% de son temps. Agnès a été directrice de la stratégie d'Orange jusqu'à ce jour. Elle a 20 ans d'expérience dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies et est très engagée depuis de nombreuses années dans les domaines de l'open innovation et de la coopération avec les startups. Agnès reviendra tout à l'heure sur l'avancement de notre programme, mais d'ores et déjà, je vous indique que la plateforme digitale sera ouverte pendant l'été et nous permettra d'accueillir des premières startups. Un premier challenge thématique sera lancé à la rentrée. Des premiers événements seront organisés par l'Institut au 2e semestre. Et enfin, le lieu physique ouvrira à la fin de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et je repasse la parole à Gaëlle pour le Q&A avec les CEO. Merci Philippe, superbe ambition. On passe à présent au Q&A avec nos CEO qui sont désormais au complet. Bienvenue Stéphane Richard. On va s'intéresser tout d'abord au pourquoi de cet engagement dans le domaine de la e-santé. On démarre avec vous, Paul Hudson. Welcome, donc CEO de Sanofi. How is Sanofi and the pharma industry's expertise essential to enable the development of digital in healthcare to the benefit of patients? Le développement du numérique dans les soins de santé au bénéfice des patients. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici pour cette initiative extraordinaire. Nous avons travaillé depuis des décennies dans la biologie. Nous avons 200 études cliniques actives avec les patients. 4000 patients participent
à la création de médecine de pointe. Nous avons un grand nombre d'interactions tous les jours avec les acteurs de la santé. Et nous avançons chaque année, pas seulement pendant la pandémie. Donc nous avons collecté un grand nombre de données et je pense que c'est le moment d'utiliser ces données, de faire ce partenariat avec ces grandes entreprises et avec leur expertise. Nous avons maintenant l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire. Et tout ceci dans un environnement sûr. Nous avons déjà commencé la collaboration avec un certain nombre de découvertes en France, mais aussi dans le domaine de la fabrication, l'innovation numérique. Maintenant, tout est disponible sur des PC et nous avons des sites de fabrication entièrement jumelés et indépendants. Nous voulons continuer à innover et c'est pour cela que nous sommes prêts à entamer un projet aussi extraordinaire avec nos partenaires et en faveur des patients. Nous pensons que nous y arriverons et nous sommes ravis de ce projet. Merci beaucoup, nous reviendrons vers vous dans une minute. De l'assurance avec vous, Jean-Laurent Granier de Generali. Alors finalement, même question, pourquoi un assureur s'implique-t-il autant sur ces enjeux de santé numérique? Bonjour Gaël. En tant qu'assureur, et notamment en tant qu'assureur santé, je dirais que ça fait 190 ans dans notre groupe que nous nous intéressons à ces questions de santé, tant sur le plan des individuels que sur le plan collectif pour les groupes ou les entreprises. Et le challenge pour nous de répondre aux exigences de la société dans ce domaine-là est au cœur de notre stratégie. Nous sommes avant tout un gestionnaire des accidents de la vie pour compte de nos clients. Et notre ADN, si je puis dire, nous amène à nous intéresser vraiment au monde de la santé et de la santé numérique en particulier pour trois raisons. D'abord, nous avons une véritable expertise en termes de suivi des tendances sanitaires et sociétales à travers nos bases de données, à travers nos suivis statistiques. Et nous essayons de modéliser la manière dont tout ceci évolue. Deuxièmement, notre métier est finalement d'organiser la maîtrise de la gestion des risques sur le temps long, d'imaginer des actions de prévention, notamment en vue du grand âge et tout ce qui favorisera le maintien à domicile. Et enfin, en tant qu'acteurs de la santé, nous avons une connaissance fine de l'écosystème et de tous les acteurs, notamment en France et dans tous les pays européens. Nous sommes leaders européens, c'est-à-dire les systèmes sociaux, les systèmes privés, hospitaliers, l'ensemble du système sanitaire et des praticiens sur le terrain avec lesquels nous sommes connectés. Et donc tout ceci nous rend particulièrement réceptifs aux évolutions dans le monde de la santé. Je veux dire que la période que nous venons de vivre, qui a mis tellement en évidence l'importance des questions de vulnérabilité, d'analyse de son propre risque par rapport à la manière dont la société évolue autour, la nécessité d'apporter des services à domicile, ont encore renforcé cette orientation et c'est pour ça que l'initiative Future for Care est pour nous extrêmement précieuse et extrêmement prometteuse. Alors on passe du côté des technologies avec tout d'abord Stéphane Richard, Orange. Même question finalement, pourquoi s'investir dans ce domaine de la e-santé du côté d'Orange? Je dirais que pour Orange, ce projet Future for Care, il est à la confluence de deux tendances et deux paris que nous avons fait déjà depuis longtemps. Le premier, c'est celui de l'investissement dans les startups. Je rappelle qu'Orange dispose d'un ensemble de fonds et d'activités dans l'investissement, l'incubation, l'accélération des startups d'environ 500 millions d'euros. On est un des plus grands intervenants en Europe dans ce domaine. Et puis le domaine de la santé. Le domaine de la santé, on y est présent depuis plus de 15 ans en fait. Et donc la question de, disons, la mise à disposition des technologies du numérique, la connectivité, la gestion des données, j'y reviendrai, dans ce domaine de la santé, font partie des domaines qu'on avait identifiés déjà il y a longtemps, il y a 15 ans, comme un domaine d'avenir et je dirais un domaine naturel aussi pour Orange quant à sa présence et ses investissements. On a accéléré d'ailleurs dans ce domaine il y a quelques années en faisant l'acquisition d'une société à Marseille, Enovacom, qui est une des startups un peu prometteuses aussi dans ce domaine, qui est un peu notre socle aujourd'hui dans cette partie de la e-santé. Orange, c'est un partenaire des foyers, c'est un partenaire des gens, je dirais. On a, vous le savez, plusieurs dizaines de millions de clients en France, 260 millions dans le monde.
on opère aussi dans des zones où ces questions de la e-santé sont critiques. Je pense à l'Afrique notamment, où les infrastructures médicales sont encore très faibles et où le numérique peut être une véritable révolution pour permettre un meilleur accès à la santé publique et à la santé en général d'ailleurs des populations. Donc ce choix de la santé, il est pour nous, je dirais, naturel. Peut-être un dernier mot pour dire qu'il y a un aspect dans l'économie de la santé numérique qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question de la protection des données personnelles, la question de la sécurité aussi, parce que s'il y a bien un domaine où le secret, la confidentialité, la protection de la vie privée des données personnelles est important, c'est celui de la santé. Et là aussi, je crois qu'Orange, par son expérience, son positionnement d'opérateur de confiance dans le monde numérique, a un rôle tout particulier à jouer. Effectivement, un enjeu bien évidemment clé. Alors, on termine ce premier tour de table, ce super tour de table avec vous, Emma Nezat de Capgemini. Quelle est la vision finalement d'un acteur du numérique comme Capgemini sur les métiers de la santé? J'ai une double question parce que qu'est-ce que Capgemini va apporter dans la corbeille, dans ce projet? Écoutez, merci d'être là et évidemment je suis très ravi d'être avec tous ces grands CEO pour lancer cette nouvelle initiative qui nous tient vraiment à cœur. Donc, en tant que leader mondial dans les domaines des technologies numériques, notre rôle, c'est de mettre la technologie au service de tous, notamment au service de la santé de tous. Donc, c'est pour cela qu'on est très content de faire partie de ce projet important. Il est bien évident que la santé est un secteur où la technologie joue un rôle de plus en plus important. On parle des objets connectés, de la data, de l'intelligence artificielle, qui sont de plus en plus importants pour justement la recherche médicale, mais aussi pour les parcours de soins. On parle aussi des technologies qui vont accélérer de manière importante les progrès en matière de santé. Le numérique est également un outil essentiel pour atteindre les niveaux de qualité, de sécurité et d'efficacité en termes de services dans les parcours de soins. Et Capgemini a une forte expérience dans ces domaines. On travaille sur la personnalisation des parcours de santé, la création d'outils d'aide à la décision pour les professionnels et aussi sur les aspects de comment accélérer la recherche et le développement, justement, pour les sociétés de pharma. Donc, c'est un domaine qui nous tient à cœur, dans lequel on est très présent, et on considère que le numérique va amener une grande avancée, justement, sur le domaine de la santé. Et finalement, le deuxième aspect, qu'allez-vous apporter? Alors, on va accompagner les startups, notamment dans la structuration, justement, du traitement des données. Et pour les aider aussi à développer leur algorithme au niveau d'intelligence artificielle. On a plus de 20 000 praticiens au niveau mondial. On est un des leaders dans le traitement de la donnée et de l'intelligence artificielle. On travaille sur beaucoup d'industries. On travaille avec des concepts de use case. On a plus de 200 use cases qui s'appliquent à différentes industries. Et donc, on développe ceci d'une manière régulière. On a des gens, beaucoup de data scientists qui sont spécialisés, notamment dans le domaine de la santé. Donc, on va pouvoir aider beaucoup les startups dans ce domaine. La deuxième chose, c'est les aider, du fait de notre métier, à rendre leurs solutions robustes technologiquement. Puisqu'il y a une différence de passer d'un proof of concept, justement avec lesquels ces startups devraient arriver, à une solution qui soit robuste, qui va pouvoir justement s'étendre à une grande population et à l'échelle. La troisième chose, c'est, on n'y pense pas toujours, mais c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le niveau d'acceptation d'une solution au niveau santé est très lié à l'expérience utilisateur, surtout au niveau numérique. Et là, une fois de plus, on a une grande expertise. Et enfin, c'est les connecter à notre réseau de partenaires technologiques au niveau mondial pour les aider justement à développer et à lancer leurs solutions sur le marché. De très belles perspectives. Alors, on repart dans un nouveau tour de table pour prendre de la hauteur et finalement évoquer le volet stratégie. On commence avec vous, Jean-Laurent Granier. En quoi Future for Care est véritablement une initiative stratégique justement pour Generali ? Alors, c'est stratégique pour nous parce que le fait de développer un écosystème de start-up qui va utiliser au mieux tout ce que la technologie et le numérique permet de faire va nous permettre d'avancer dans la réponse à plusieurs défis. D'abord, il nous faut comprendre les comportements et maîtriser les risques, anticiper sur la manière dont les risques peuvent se matérialiser. Ensuite, il devient essentiel, avec tout ce que la technologie et la science permettent de faire, de maîtriser les coûts et d'organiser la mutualisation tout en organisant l'accessibilité aux soins pour l'ensemble de nos clients. Et enfin, il faut mieux accompagner les gens, mieux prévenir les maladies,
pas besoin de faire un dessin avec ce qui s'est passé et toutes les questions qui se sont posées médiatiquement sur la crise du Covid pour comprendre à quel point c'est important. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la santé a encore besoin d'accélérer ce virage digital, de donner l'occasion à des startups de prendre toute leur place. En tant qu'assureur, on va pouvoir organiser le déploiement auprès de notre clientèle de toute une série d'initiatives qui auront été apportées par ces startups. En fait, notre rôle d'assureur, on ne le conçoit pas comme se bornant à l'indemnisation, mais on souhaite être un assureur augmenté qui va apporter des services au-delà du remboursement des soins, et notamment des services à domicile ou des services qui préparent, vous voyez, le grand âge. La question de la dépendance et du maintien à domicile, c'est à la fois une question sociale et une question économique, dans lequel le numérique, la technologie, les réseaux permettront d'apporter toute une série de solutions nouvelles. Donc on souhaite être vraiment à l'avant-garde de cette démarche, et c'est pour ça qu'il faut encourager des startups à créer des nouveaux services. Par exemple, avec notre filiale Europe Assistance, on vient de racheter ProSenior, qui est une entreprise qui donne du service à domicile aux gens les plus âgés. Et bien, on va pouvoir continuer à étoffer cette gamme de services avec cette initiative. Et oui, le grand âge, évidemment, un enjeu d'importance, particulièrement en Europe. Alors, bien entendu, on s'en rend compte, c'est un moment crucial pour la santé en Europe. Voilà, c'est la palissade, particulièrement dans le contexte qu'on traverse. Et évidemment, tout plaide en faveur d'une accélération des investissements et de la mise en commun des compétences. Paul Hudson, you are at the helm of a company with a worldwide presence. What role qui a une présence mondiale. Quel rôle voyez-vous pour la France et l'Europe dans cette course mondiale en matière d'innovation dans le domaine de la santé? Excellente question. Ça fait peu de temps que je suis en France, mais au cours de plus de 18 mois, je me suis vite rendu compte que les meilleurs data scientistes, chimistes, experts médicaux travaillent en France, qu'il s'agisse de Paris-Saclay ou l'école polytechnique. Les gens sont vraiment extraordinaires. Et en toute franchise, leurs capacités sont bien plus supérieures à ce qu'il y a dans la plupart des pays. Donc, on a parlé des différents secteurs d'activité et il y a évidemment une confluence entre les données et la recherche, qu'il s'agisse d'informatique ou d'informatique médicale pour mettre au point des médicaments avant même d'envisager de les donner aux patients. Et on travaille là-dessus ici, nous, à Vitry. Nous en sommes à un stade où, si nous faisons les bons choix, si nous collaborons mieux, au-delà de la biologie, de l'informatique, nous pourrons devenir des champions pour ce domaine en France et en Europe. Il y a la possibilité de mettre en avant l'Europe et à partir de la France. Mais soyons réalistes, la Chine, les États-Unis avancent très vite et investissent beaucoup. Ils vont vite parce qu'ils ont un seul marché. Le moment est venu pour l'Europe, à mon avis, qu'il s'agisse du soutien à apporter aux différents acteurs. Il se passe quelque chose en France et la France peut être concurrentielle à l'échelle mondiale. Il faut évidemment le citoyen des autorités et du secteur universitaire et autres. Finalement, est-ce que pour vous, cette alliance entre 4 grandes entreprises comme les vôtres, appartenant à des secteurs différents, avec vraiment une ampleur unique en Europe, est-ce que pour vous, c'est vraiment le modèle à suivre pour accélérer le progrès dans les années à venir? J'en suis absolument convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de s'allier dans des écosystèmes pour amener justement leurs compétences et vraiment innover, pouvoir créer des choses qui vont au-delà des frontières de chaque secteur ou de chaque entreprise. On travaille avec Orange sur un autre projet qui s'appelle Bleu dans le cloud souverain avec Microsoft. On innove avec d'autres sociétés. On a créé une joint venture avec Audi dans le domaine de l'auto. Donc, je pense que de plus en plus, on a besoin de passer ces frontières, et notamment, surtout quand on vient dans les domaines de la data, qui est vraiment le cœur maintenant de tout, du cloud, du numérique, de pouvoir juguler justement les compétences en termes de technologie, des contenus métiers et puis des approches différentes, notamment au niveau par exemple de l'assurance et de la santé, pour amener des nouvelles propositions aux consommateurs et aux clients finaux. Il faut ces écosystèmes parce qu'il faut pouvoir innover et les startups sont absolument critiques.
Je pense qu'on a tous des expériences, on a des labs innovation à travers le monde où justement on connecte nos clients avec les startups. On fait l'identification de startups. On a passé 4000 un peu sous la loupe dans les 6 derniers mois pour voir justement quelles sont celles qui peuvent rentrer dans quel écosystème pour aider à innover au niveau de différents domaines. Donc moi, je suis un fan des écosystèmes et je considère que c'est vraiment le futur pour créer de l'innovation et accélérer le développement technologique. Super. Alors, je termine ce tour de table avec vous, Stéphane Richard, avec une question très pratique. Finalement, qu'est-ce que vous attendez très concrètement de Future for Care, donc cet accélérateur ? D'abord, que cette équipe de France et équipe d'Europe aussi donne tout ce qu'on attend d'elle, parce que cette réunion de 4 grandes entreprises mondiales, mais d'origine européenne, je trouve que c'est un très beau projet en lui-même. On s'interroge beaucoup sur la place de l'Europe dans ce concert mondial et notamment à la lumière de cette pandémie que nous venons de traverser. Donc je trouve que c'est en soi un très beau message pour tous les Européens de voir 4 grandes entreprises qui se mettent ensemble sur ce projet. Qu'est-ce qu'on en attend ? On en attend de trouver des startups qui vont être autant, je dirais, de jeunes pousses et peut-être futures licornes pour prendre ce critère financier, mais surtout qu'elles apportent des solutions, on l'a dit, en combinant cette agilité, cette capacité de créativité des startups et aussi la puissance de nos groupes avec nos équipes techniques, nos ingénieurs et peut-être pour ce qui nous concerne plus encore ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire cette capacité parce qu'on est présent dans un très grand nombre de pays, qu'on a 260 millions de clients, je le disais, de permettre à ces startups justement de tester vraiment en real life ce qu'ils font et de dépasser le laboratoire et d'aller très vite vers une confrontation avec un véritable marché, des véritables utilisateurs. Donc pour moi, ce projet, il s'insère totalement dans notre stratégie que j'ai lancée maintenant il y a quelques années d'Open Innovation. C'est vrai, on a tous des grosses équipes dans le domaine de la recherche et de l'innovation, chacun dans notre domaine, et ça fait un moment qu'on se rend compte que, quelles que soient les compétences que nous avons, ça ne suffit pas. C'est pas la réponse unique, en tout cas, qu'il faut aujourd'hui dans ce monde digital. Il faut aussi être capable de parler aux startups, de travailler avec elles, de les accompagner sans les étouffer, de leur permettre d'accélérer justement leur projet et leur capacité à innover. Et c'est vraiment ça que j'attends de Future for Care. Merci à vous 4. Bien entendu, vous restez avec nous pour la suite et pour répondre aux questions des journalistes. Je vous propose avant cela de rejoindre Agnès de Lensnieder, directrice générale de Future for Care, qui justement va parler aux startups puisqu'elle va nous dévoiler le volet opérationnel de ce projet. Agnès, vous êtes donc dans une autre salle. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien, Gaëlle. Eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous tous. Un honneur aussi de prendre la direction de ce projet d'envergure qui porte toutes ces ambitions qui ont été résumées ici. Donc, enthousiaste de voir construire cet écosystème. Concrètement, notre objectif est d'accompagner une centaine de startups spécialisées dans la e-santé au moment crucial pour elles de la mise sur le marché, de la commercialisation. À un moment où elles ont besoin à la fois de trouver un marché, de valider leur business model, de passer des étapes réglementaires, parfois aussi de devoir industrialiser certains process, les structurer, pour pouvoir tout simplement faire face aux clients, faire face à des réseaux de distribution. À ce moment-là, si elles n'ont pas autour d'elles tout un panel d'experts, ça leur est très compliqué et très difficile d'aller chercher toutes les expertises dont elles ont besoin si elles n'ont pas un guichet unique. Et c'est en fait un peu ça, Future for Care, c'est de leur proposer d'être un guichet unique, un expert des experts qui les mettent en relation avec les bonnes personnes pour les accompagner à ce moment du go-to-market. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va leur proposer des mises en relation avec des ambassadeurs de grands groupes industriels,
les 4 fondateurs bien sûr, mais aussi un réseau d'environ 15 partenaires industriels qui sont en train de nous rejoindre progressivement, avec des experts du domaine scientifique, du domaine académique, avec aussi des expertises très pointues liées à leur secteur d'activité, avec des gens qui vont les accompagner dans la démarche réglementaire, qui peuvent parfois aussi les aider à faire du prototypage de leur dispositif médical, et aussi, et peut-être surtout, avec des associations de patients et des établissements de santé. Au-delà de la mise en relation avec ces experts, nous voulons aussi leur proposer un accompagnement avec une série de services de mentoring, de coaching, avec des masterclass, et puis aussi des événements type Demo Days, où elles pourront venir pitcher leurs solutions, par exemple, à un panel d'investisseurs. Et puis, au travers de l'Institut, c'est également un accès à des conférences, à tout un puits de connaissances que nous voulons regrouper avec nous grâce à ce réseau d'experts scientifiques, académiques, du secteur privé et du secteur public que nous voulons regrouper autour de nous. Alors, pour héberger et ces startups et tous ces experts et offrir tous ces services, nous avons choisi un lieu au centre de Paris, dans le 13e arrondissement, au cœur du Bioparc, en face de l'INSERM, pour abriter, voilà, il y a une jolie photo, ce bâtiment est vraiment magnifique qui s'affiche à l'écran, et on est en train totalement de le repenser, de le réaménager pour qu'il soit propice aux échanges, pour qu'il soit propice au travailler ensemble, qui est la clé, mais aussi qu'il ait des espaces, et c'est précieux, et on en demande, des espaces réservés pour des salles de réunion, des espaces dédiés aussi aux startups que l'on hébergera. En tout, c'est plus de 6000 m² qu'on va dédier à la e-santé et qu'on va ouvrir progressivement d'ici la fin de l'année et en début de l'année prochaine, en 2022. Cela dit, notre écosystème vivra aussi hors les murs et on est très attaché à regrouper autour de nous des acteurs, des startups et des acteurs de la chaîne de valeur qui viennent de partout en région et de partout en Europe. Et donc l'intégralité de nos services sera disponible en ligne et donc sur notre plateforme tout le temps. Alors, comment rejoindre pour les startups, comment rejoindre notre accélérateur? C'est assez simple, il y a 3 moyens. Soit d'être coopté par un partenaire, un fondateur ou une startup alumni, soit juste de postuler en candidature libre, ou de répondre à un appel à projet. En fait, notre programme sera rythmé par des appels à projet au cours de l'année. Et pour cette année 2021, et donc pour notre premier appel à projet, nous avons choisi 2 thématiques, la gestion des soins à distance et, deuxième thématique, le numérique au service d'une médecine plus personnalisée. Voilà. Donc cet appel à projet aura lieu en septembre. À partir de là, on pourra accueillir toute une promo réellement de start-up dans la foulée et commencer à leur délivrer l'offre de services dont je viens de vous parler. Voilà concrètement ce que c'est Future for Care. Et Future for Care, c'est vraiment aussi cet écosystème dont on vient tous de parler. C'est cette conviction que l'on partage aujourd'hui tous ensemble qu'en travaillant, en réunissant tous les acteurs de la chaîne de valeur, on se donne les moyens et la chance de rattraper le retard que l'Europe est en train de prendre en santé numérique. Je pense que pour les startups et pour les partenaires qui nous rejoignent, c'est vraiment une occasion unique, inédite, de monter à l'échelle et de voir vraiment sortir des projets industriels concrets qui, demain, facilitent notre santé, augmentent l'efficacité de nos services de soins. Voilà, à terme, je pense qu'on aura réussi si Future for Care devient vraiment un label, devient le synonyme d'excellence, le synonyme d'innovation, le synonyme d'éthique. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur que ce label et ce programme deviennent incontournables et fassent référence. Je vous remercie. Merci Agnès, c'était très clair évidemment, hein, vous restez avec nous pour répondre aux éventuelles questions. Donc voilà, on passe aux questions-réponses à présent. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à les envoyer sur le volet à droite de la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Et puis si vous avez envie de tweeter, n'hésitez pas, c'est le hashtag Future4Care. Donc allez-y, ne vous privez pas. J'ai une première question pour Emma Nezat de Capgemini. Le partage de connaissances est clé. Comment l'expertise des consultants de Capgemini va-t-elle être mise à disposition des startups
via l'accélérateur Future for Care? Écoutez, ça va être assez similaire à ce qu'on fait dans les labs innovation. Donc, on a des équipes qui sont mises à disposition, évidemment, en termes de support en fonction de leur disponibilité, en termes d'expertise. Donc, ce n'est pas des équipes mises à disposition à temps plein, mais en termes d'expertise pour coacher, pour aider justement les gens à accélérer, à répondre à des besoins, à les aider à trouver un peu qui est la bonne personne à qui parler, quelle est la bonne société, quel est le bon partenaire avec qui se connecter. C'est dans cet esprit-là qu'on le fait, comme on le fait avec les startups qu'on hoste, nous, dans certaines de nos labs innovation. J'ai une question pour Agnès, qui, je l'espère, m'entend. Quels sont ces 15 partenaires industriels de Future for Care et quel sera leur rôle et y aura-t-il à l'avenir d'autres partenaires? Alors bien sûr, il y a des partenaires industriels, mais effectivement c'est très important. On aura des partenaires académiques, des écoles, on aura des partenaires scientifiques, on aura des établissements de santé, des associations de patients qui vont nous rejoindre. Pour tous ces partenaires, l'idée c'est vraiment de mettre à disposition des experts qui aident encore une fois les startups sur des besoins précis et des besoins pointus. Et je pense que c'est ça qui nous différenciera d'autres offres d'incubation qui existent. C'est vraiment être là au moment où elles passent sur le marché. Et c'est là où ce tissu d'industriel est très important parce qu'il peut apporter des marchés, il peut apporter des réseaux de distribution, il apporte aussi l'expérience de groupes qui ont mis sur le marché des solutions et qui seront avec elles pour le faire. Alors, on a une question pour Philippe Père. J'espère que Philippe, vous nous entendez. Je vous entends. Oui. Super. Vous nous manquez sur ce plateau, mais bon, voilà, les jauges sont les jauges. Quels seront les investissements des partenaires dans ce projet? Des partenaires issus de quel domaine pourraient-ils vous rejoindre? Et pourquoi ne pas avoir essayé de fédérer les deux initiatives publiques et privées en un seul écosystème? C'est une question du Figaro, Philippe. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais peut-être commencer par la dernière question. Comme je l'ai dit, peut-être trop rapidement, on considère que notre initiative est complémentaire de Paris Santé Campus. D'ailleurs, on est en discussion avec eux depuis l'origine du projet. Et on a d'ailleurs des réunions programmées dans les prochains jours pour véritablement bâtir la collaboration ensemble. On ne considère pas les initiatives comme concurrentes, on les considère comme complémentaires et on est en train de préciser comment cette collaboration va s'établir. Alors, sur la première question, sur l'investissement, il y a un investissement qui est fait par les sociétés qui est le capital qui a été apporté à la société, je dirais Future for Care, qui est un peu plus de 24 millions d'euros, qui va permettre de bâtir l'ensemble de l'infrastructure de Future for Care et en assurer le lancement. Mais bien sûr, il faut que le financement aille au-delà de l'effort des fondateurs et c'est pour ça qu'on est en discussion avec les partenaires dont Agnès a parlé, qui vont être complémentaires, qui vont couvrir l'ensemble des domaines de la santé, en tout cas ceux avec lesquels on discute, et qui vont apporter à la fois leur expertise, éventuellement leur propre challenge pour attirer des startups, et tout ça va bâtir un écosystème qui va aller au-delà des 4 fondateurs. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire avec qui on discute, parce que c'est un peu prématuré, mais on pense que dans les prochaines semaines, on pourra faire des annonces de partenaires qui ont décidé de nous rejoindre. Très bien. Alors la question suivante de l'AFP, Agence France Presse, est plutôt pour Agnès et peut-être en complément Jean-Laurent Granier Generali. La nouvelle société investira-t-elle dans certaines startups ou s'agit-il uniquement d'un rôle d'accompagnateur, d'accélérateur? C'est important, le Future for Care n'a pas vocation à investir dans les startups. On se veut vraiment un écosystème avec une certaine neutralité. Donc on est accompagnateur et non, on n'investira pas dans les startups. Oui,
peux ajouter que un des grands mérites de ce système pour les startups leur permettra d'être connectés à un écosystème, de trouver des use cases, on en parlait tout à l'heure, des clients, de pouvoir tester en vraie grandeur la pertinence de leurs services, également de figurer ou de modéliser à travers les jeux de data anonymisés qu'on pourra leur fournir la pertinence de leurs solutions. Et donc je crois que c'est au-delà d'un simple sujet de levée de fonds, il y a aussi beaucoup de manières de lever des fonds aujourd'hui, mais le fait d'accéder à du concret, d'accéder à des clients, à la vraie vie. Nous assurons des centaines de milliers d'entreprises ou de professionnels en France, par exemple, constitue un capital intellectuel qui sera mis à disposition de ces startups et qui leur permettra de valider leurs concepts et de développer leurs services. Alors nous avons une question pour Paul Hudson. What sort of services can we expect to see come out of Future for Care? Who will they be targeted towards, and when might they become available? Ciblés. Quand seront-ils disponibles? So they're the questions that we asked. Ça, c'est les questions que nous avons posées au début. Ça, nous avons posé ces questions-là. L'objectif est que les patients aient une vie aussi normale que possible. Nous passons beaucoup de temps à travailler sur la prévention des maladies. Nous sommes le premier investisseur en R&D en France dans tous les secteurs confondus. Mais ça ne suffit pas. Ces startups ont des idées merveilleuses et nous avons l'esprit ouvert. Mais s'ils ont à l'esprit le patient, s'ils veulent que le patient ait une bonne santé pour leur vie, et s'il s'agit d'accéder à des informations qui n'étaient pas disponibles, eh bien ça, ce serait formidable. Si le bien-être des patients s'améliore, d'une façon générale, ce sera formidable. Mais nous avons l'esprit ouvert, il faut remettre en question le statu quo, il faut que nous réfléchissions différemment grâce aux start-up. Notre secteur industriel est tiré par l'innovation, mais surtout dans le laboratoire. La santé, c'est l'un des grands domaines qui doit faire l'objet d'une disruption numérique. Et quand on pense recherche et développement dans le domaine de la santé, on voit des blouses blanches dans un laboratoire. Mais là, il faut changer les choses. Et le numérique doit intervenir de manière prépondérante. Donc nous attendons que les start-up nous remettent en question, nous poussent dans nos retranchements pour que l'on réfléchisse différemment et que l'on agisse différemment et de manière plus question de l'usine nouvelle, utile, plutôt dirigée vers Agnès. Alors on revient sur la sélection finalement des start-up. Alors d'une part, est-ce que les start-up seront uniquement françaises et européennes? Et puis deuxième volet, revenir sur la sélection, le processus de sélection de ces start-up que vous avez évoqué déjà. Alors oui, notre ambition est vraiment de recruter des startups sur toute l'Europe. Et la manière qu'elles ont pour nous rejoindre, c'est soit de nous contacter, soit effectivement de répondre à des appels à projets qui seront des moments importants dans notre programme. On est vraiment sur, on l'a dit, un programme d'accompagnement au moment de la commercialisation. Donc c'est quand même des startups qui doivent être assez matures, qui ont une équipe, qui ont un proof of concept et qui sont à ce moment de devoir aller sur le marché. Et ça sera vraiment le critère principal de sélection, leur capacité et celle de l'équipe, des talents qu'on va recevoir, de mettre sur le marché leur solution. Une question pour Stéphane Richard, assez générale. Comment le numérique peut être véritablement un accélérateur de la e-santé? Bon, c'est presque une évidence. Peut-être juste un mot sur l'approche de Future for Care, parce que parler tout à l'heure d'accélérateur, ce n'est pas forcément un terme qui est évident à comprendre pour tout le monde. Ce que je veux simplement dire là-dessus, c'est que nous, chez Orange, on a pratiquement 10 ans d'expérience d'accélérateur. On a lancé un programme il y a presque 10 ans à San Francisco, dans la Silicon Valley, depuis notre bureau là-bas, qui s'appelle Orange Fab. On doit en être à la 5e ou 6e promotion de start-up. On a répliqué ce type d'approche dans beaucoup de pays du monde, en Pologne, en Espagne, en France bien entendu. Et on connaît l'incubation, on connaît les fonds de capital venture qui ensuite
participent à des levées de fonds. On connaît mal en fait cette phase un peu intermédiaire qui est pourtant critique parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont intéressants au départ mais qui malheureusement n'arrivent pas à passer la rampe, si je puis dire. Et vraiment, on voit qu'il y a dans cette période un peu intermédiaire un véritable besoin à la fois de soutien technique, de soutien d'expertise, de mentoring, de coaching, tout ça a été dit. Pas tellement financier, forcément, hein, et c'est pas ça le sujet de fond, parce que des levées de fonds, aujourd'hui, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'argent qui est prêt à s'investir. C'est quand même plutôt autour des expertises, de l'accompagnement, de l'encadrement et du go-to-market. C'est toujours ça, en fait, hein, c'est-à-dire passer du laboratoire à la vraie vie, et à des vrais utilisateurs et à des vrais partenaires, les systèmes de santé publique, la régulation, on l'a dit, qui sont des obstacles souvent insurmontables pour ces jeunes sociétés. Donc c'est pour ça que c'est important ce projet de Future for Care et c'est pour ça qu'Orange est dedans aussi. La question du numérique et de la santé, elle est évidente. Imaginez une seconde ce qu'aurait été la gestion de la pandémie qu'on vient de connaître si on n'avait pas eu les outils numériques. Non seulement pour qu'on maintienne entre nous, je dirais, des liens, tout simplement, des liens humains, la vie économique, le télétravail, l'enseignement à distance, mais aussi la santé. Tout le monde sait que dans même un pays comme la France, un grand pays développé du monde, il y a des déserts médicaux. Tout le monde sait que la population, dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent, va vieillir, que la question de la dépendance, a été dit, et le maintien à domicile des personnes âgées est une question critique pour la société, pour bien sûr les finances publiques aussi, pour je dirais, la cohésion sociale. Comment est-ce qu'on va gérer ce problème-là? On voit bien que le numérique, ça va être absolument vital, parce qu'on ne peut pas envisager de laisser des personnes qui rentrent dans le grand âge, qui ont des maladies chroniques, qui sont dépendantes, chez elles, bien sûr avec un accompagnement humain, mais ça ne suffira pas. Donc pour toutes ces raisons-là, le nomadisme, le fait que aujourd'hui tout passe aussi par un téléphone mobile, par un smartphone ou par un terminal, la 5G. La 5G est une rupture technologique dans notre secteur qui va aussi ouvrir des opportunités fantastiques pour la santé à distance, pour les opérations de santé à distance, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de la chirurgie à la consultation, en passant par les objets connectés et plein d'autres choses. Donc oui, le numérique, c'est ce qui peut changer complètement la face de la santé et dans un sens bénéfique, dans un sens positif. Ça, c'est ça qui est important. Je pense que l'accès des populations du monde à une meilleure santé, à un meilleur système de santé, va être rendu possible par le numérique. Très bien. Alors, une question suivante qui est dirigée vers Agnès de l'Obs. Quel sera le business model de Future for Care? Alors, très concrètement, Philippe le rappelait, les fondateurs ont mis 24 millions pour démarrer ce projet. On sera rejoint par un certain nombre de groupes industriels qui auront une cotisation et les startups paieront aussi pour être hébergés dans notre service, être hébergés et avoir accès à notre offre de service sous forme d'abonnement. Alors, une question pour Jean-Laurent Granier, généraliste, ça a été évoqué. En quoi, véritablement, la santé numérique est-elle importante, justement, ça a été évoqué par Stéphane Richard, pour la gestion du grand âge et de la dépendance, qui est effectivement un sujet brûlant? C'est un sujet brûlant. On le disait tout à l'heure, c'est à la fois un sujet économique et social, sociétal. C'est pour ça que l'une des premières problématiques, c'est la gestion des soins à distance. Le fait de cumuler les compétences qu'on peut avoir dans le domaine du numérique, dans le domaine de la santé, dans le domaine des traitements, ça permet de régler plusieurs de ces problèmes-là. Le problème économique, tout simplement, parce que l'hospitalisation coûte extrêmement cher, et d'ailleurs on voit qu'on en atteint très vite les limites. Avec la pandémie, le problème principal qu'on a eu, c'était la saturation du système hospitalier. Deuxièmement, ça règle le problème de l'isolement, et plus l'âge avance, plus ce problème de l'isolement est prégnant. Et enfin, ça va permettre de développer des modes de prévention et d'anticipation. C'est-à-dire d'être capable d'apporter le service à domicile, d'être capable d'apporter la réponse ou de prévoir qu'un problème pourrait empirer et que donc il faut prendre un certain nombre de dispositions. Donc je crois que le champ de l'innovation dans ce domaine-là est infini. On sait bien que les services à la personne, de manière générale, c'est un réservoir d'emploi, c'est un réservoir
d'amélioration de la vie collective. Et donc le fait de permettre à des startups de tirer le meilleur du numérique, du digital, de l'interaction instantanée et à distance à travers l'écosystème que l'on met en place, va forcément faire accélérer l'émergence de services nouveaux qui répondront à des problèmes extrêmement concrets de la population. Très bien. Alors, une nouvelle question pour Agnès concernant l'Institut, finalement. Donc, question d'APM News. Quand les premières startups vont démarrer dans le premier programme, quand est-ce qu'il sera lancé et quand est-ce qu'elles pourront intégrer ce lieu, ce très beau lieu que vous nous avez montré? Ça donne envie, d'ailleurs. Alors, le premier appel à projet aura lieu en septembre. La première promotion de start-up sera donc là en nombre, je dirais, en promotion vraiment en novembre, avec l'accès sur notre plateforme et 100% digital au début de toute notre offre d'accompagnement, même si on fera très probablement des événements d'onboarding physique, pas sur notre lieu, mais voilà, ailleurs dans Paris très probablement. Et le lieu ouvrira progressivement fin d'année et début 2022. Voilà, donc quelques semaines après l'arrivée des premières startups en ligne. Ok, voilà qui est très concret. I have another question for Paul Hudson. Et on m'a demandé aussi d'attendre avant de reprendre la parole parce qu'on a une traduction aussi et visiblement j'ai un peu empiété sur cette traduction. Don't worry, I will ask you a question in English. Je vois Paul Hudson un peu inquiet. Do you think partnership research is essential in France to provide new solutions for patients? So it's about partnership. So you said Donc, it already. Vous en avez déjà parlé, mais pourriez-vous être plus précis? Eh bien, la plupart des grands acteurs, des grandes entreprises savent innover depuis de nombreuses années dans nos secteurs respectifs. Et avec la démocratisation des données et la capacité des ordinateurs personnels, je pense que la capacité d'innover en un seul lieu et en une seule entreprise, ça ne suffit pas comme ambition. Il faut tirer profit de cette révolution technologique dans laquelle nous baignons et nous devons reconnaître que les futurs projets de rupture pour des sociétés comme la nôtre seront à 60 à 70% des choses que nous avons créées nous-mêmes. 20 ou 30% seront dans le cadre de partenariats, parce que ce ne sont pas des choses que l'on peut faire seul. Et c'est ça, l'évolution du monde. Et nous devons donc être très ouverts aux collaborations et aux partenariats dans tous les aspects. Alors, pardon, voilà, la traduction, the translation ends and then I can speak again. That's why. J'attendais la fin de la traduction pour reprendre la parole. Vous avez été particulièrement discipliné et donc on tient le timing parfaitement. Est-ce que vous avez un mot, des choses essentielles que vous voudriez rajouter? Bonne chance à Future for Care. Ok. Emmanuel. Non, mais écoutez, on va soutenir ce projet. Maintenant, on veut voir les premières startups arriver et les premiers projets justement d'e-santé commencer à se lancer sur le marché. Et juste pour rappeler un peu ce que dit Stéphane, il y a deux éléments qui sont très différenciateurs par rapport à ça. C'est que les deux choses les plus importantes, c'est justement la mise sur le marché et la montée à l'échelle. Et c'est là que les projets des startups, justement, ne fonctionnent pas. Et c'est la spécificité de cette plateforme. C'est qu'on va, l'expertise de ces boîtes, l'expérience qu'on a, c'est vraiment pour aider à lancer ces nouvelles idées à l'échelle sur le marché. Et c'est pour ça que je suis très confiant que ce projet va réussir. Très bien. En tout cas, oui, allez-y, bien sûr. C'est pour les startups, justement, parce que moi, j'ai constaté depuis des années que les rapports entre les startups et les grands groupes, c'est pas une chose forcément évidente. Et souvent, ces jeunes entreprises se méfient, en fait, des grands groupes. Elles ont peur d'être aspirées dans un truc très, très compliqué, de ne pas avoir d'interlocuteur, de perdre du temps. Et le temps pour une startup, c'est très important. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on fait Future for Care aussi. C'est pour leur proposer, justement, un point d'entrée qui est à leur échelle, avec des équipes dédiées, avec un lieu même, on l'a vu. Et c'est une façon aussi de tendre la main aux startups qui parfois se méfient un peu des grands groupes, on peut le comprendre. Et là, on a vraiment créé une espèce d'écrin pour elles, où elles pourront avoir le meilleur de ce qu'on peut leur apporter
en évitant peut-être certains désagréments. Je crois que le timing de notre projet, déconfinement, fin de crise pandémique, focus sur la santé et la mise en commun de compétences, encourager l'entrepreneuriat, le timing est bon. Donc on a confiance. Oui, en conclusion, je pense que vous avez tous dit des choses très pertinentes. Regardez comme nous avons si bien coopéré dans le cadre de la pandémie. Beaucoup sont ceux qui me disent « Qu'est-ce qu'il restera des apprentissages, des enseignements de cette pandémie ?» Eh bien, pour résumer, je dirais que la coopération nous a permis d'améliorer la vie des gens et ça, c'est un point de départ essentiel. Comme le dit Stéphane Richard, les gens sont un peu méfiants dans le lien avec les grands groupes, mais il n'y a pas de raison puisqu'on parle ici de Open Innovation. C'est important pour les patients, c'est important pour la santé et c'est important pour la France. Donc ça sera important pour vous aussi. Merci à vous, messieurs, d'avoir réussi à coordonner vos agendas. Merci évidemment à tous nos intervenants et puis merci aussi bien entendu à toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Donc on arrive à la fin. Si jamais il vous vient une question supplémentaire en chemin, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'agence Image 7 pour la poser. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.